j'ai l'immense honneur et le privilège de co-modérer ce panel avec le professeur Alfred Edwin Yawson. Prof. Yawson, we are really honored to have you with us. You are surrounded by cardiologists, but don't worry, you are really the man of the situation, because I've seen that you are specialists in community health, and we are all talking about health as social science, and I think not only biomedicine is important, and the other determinants also. You are also the dean of the medical school of Accra. So I'll give you the floor to introduce yourself more and have a few words, and then I will introduce the panelists. Thank you. Thank you very much, Mr. Co-Chair, Prof. I am most excited to co-chair this session of the 6th edition of the Galen African Forum on the current status of cardiovascular diseases, challenges, and prospects. I am most excited, as I said, for this bringing together experts from different disciplines to talk about cardiovascular health and the status in many African countries. Cardiovascular diseases relate to conditions that affect the heart and the blood vessels. I wouldn't want to go into it since I'm surrounded by so many cardiologists and experts in the field. But a common pathway to developing these cardiovascular diseases is hypertension, the pathophysiological antecedent of most of these conditions stem from hypertension. Unfortunately, at the population level, many people do not know they have hypertension. And I'll give you a classic example from my beloved country, Ghana, where I am the principal investigator for a nationwide WHO survey that is conducted among persons 50 years and above. We've done this in phases since 2003. We are now in the 4th phase. And during the 3rd phase, what we realized was that among the several thousands of persons 50 years and above that were surveyed, 16% of them knew or had been told they had hypertension. When we actually did measurement of BP and other health assets, we saw that 57% of them had elevated blood pressures. So you can see the huge difference. Of those who had BPs, only 22% of them were on treatment. And for those on treatment, only about 6%, 5.7% were actually getting to therapeutic goal. That is, their BPs were well controlled. So you see, with this picture at the population level, it is not surprising that we get a lot of the complications that result in cardiovascular diseases that we see in our tertiary hospitals. And therefore, my place as a public health physician, the advocacy is for us to strengthen the whole healthcare system. We need the primary care system as well as the advanced level care system, because conditions like this require the full continuum of care. If we leave one component, then the complications will overwhelm the tertiary care system. And if we leave the tertiary care system and concentrate only on the primary healthcare system, then the complications will also continue to kill our population. So it requires a full health system strengthening approach. And I'm very happy to be with specialists who will deal with it, looking at the economic, the political, the clinical, and the behavioral, psychosocial aspects of the condition. So thank you very much, and I'm most excited to be co-chairing this session. Thank you. Thank you very much for this very nice introduction.
Nice introduction, but the picture is not so nice as you are pointed it out. Yes. Ce que le professeur Yawson nous dit, et c'est une très belle introduction pour notre panel, c'est qu'au Ghana, finalement, moins d'un hypertendu sur 10, 5% à peine, pour être précis, sont contrôlés. Et c'est vrai pour tous les pays d'Afrique. The situation is quite similar in all our countries. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que pour ce panel, nous avions pensé essayer d'aborder la question en abordant tout le continuum de la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Nous l'avons dit, il faut ramener tout au niveau communautaire, ce qui commence par un état des lieux et par des expériences vécues sur comment on peut ramener au niveau des soins de santé primaire la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Ce sera notamment le rôle dévolu au premier panéliste, mon maître, grand frère, mentor, le professeur Ali Ibrahim Touré, autant nigérien que sénégalais, je n'en dis pas plus. Mon colonel Kologo, éminent officier de l'armée, mais qui est un peu plus sénégalais que burkinabé. Et puis, un des fers de lance de la recherche en Afrique que nous aurons à distance, le professeur Anastase Doudzié du Cameroun. Et après cette première partie, pour faire l'état des lieux et parler de la prise en charge au niveau communautaire, et j'imagine que les panélistes nous parleront de l'approche multisectorielle et intégrée, nous allons quand même aborder un autre versant, le curatif, mais dans sa portion la plus aiguë, j'ai envie de dire la plus tendue, c'est celui des syndromes coronariens aigus, parce que vous le savez, malheureusement, quoi que l'on fasse, depuis trop longtemps, nous n'avons pas su mettre en place ce qu'il faut. La pollution va exister, la mauvaise alimentation aussi, les addictions aussi, les facteurs de risque vont cumuler. Et aujourd'hui, comme dans 10, dans 15, 20 ans, hélas, les maladies coronariennes, par exemple, constitueront la première cause de décès dans nos pays. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi d'aborder la question sous l'angle de la prise en charge des syndromes coronariens aigus, parce que les sociétés sénégalaises d'anesthésie, réanimation et de cardiologie travaillent depuis 3 ou 4 ans maintenant à établir une filière de soins, parce que vous le savez, hélas, les syndromes coronariens sont là. Ça peut toucher tout le monde, pas seulement ceux qui sont à haut risque, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et vous savez que, hélas, 20 à 30% des syndromes coronariens se traduisent par une mort subite. Et les autres, il faut les prendre en charge dans les premières heures, parce que si on ne l'a pas fait, c'est perte de chance pour la plupart. Et le professeur Moburi Diaw, qui est un des pionniers, jeune pionnier certes, mais éminent pionnier de la cardiologie interventionnelle dans notre pays, va faire le point du point de vue de la cardio. Et puis 2 autres grands pionniers, mais de la médecine préhospitalière, de la médecine d'urgence dans nos pays, le professeur Massamba Diop, SOS médecin que vous connaissez tous et qui a fait un travail remarquable dans la prise en charge préhospitalière dans nos pays. Puis le professeur Moburi Diarabé, qui a vraiment porté sur les fonds baptismaux la médecine d'urgence en public, vont aborder la question de la prise en charge préhospitalière, puisque vous le savez, dans la chaîne de soins, il ne faut pas attendre les malades à l'hôpital. Il faut ramener l'hôpital vers les malades. Et donc, je vais commencer par le premier panéliste, qui est, encore une fois, mon maître, mon sérigne, le professeur Ali Ibrahim. Cher maître, tu vas nous parler de l'état des lieux. Où en sommes-nous? Et que penses-tu de la prise en charge au niveau communautaire? Quelles pistes peux-tu nous proposer? Yamgan Fanam. Ce matin, j'ai eu le plaisir de rencontrer Forba et il m'a perdu de vue. Il m'a demandé de me présenter. Je lui ai dit que je suis sénégalais nigérien. Il me dit, c'est louche ça. Je lui ai dit, bon, vous allez réviser votre disque dur parce qu'on s'est rencontrés plusieurs fois quand vous étiez directeur de l'EDANTEC et également directeur de cabinet. Et il ne faut pas que nous soyons obligés de faire les contes et légendes pour pouvoir retrouver nos racines. Et je voudrais d'abord, pour que vous me permettiez vraiment de dire 2 mots pour remercier tous les amis de Dakar, car le Sénégal est ma deuxième patrie, mes amis, ma famille, une grande sœur, Awa Eva Marie Coll, qui est la pionnière et la cheville ouvrière de ce forum,
et mon petit frère Abdul, mon très cher petit frère, car il a été nommé maire de la ville de Niamey. La grande sœur a dit, comment vous faites des choses, je ne suis pas au courant. J'ai dit, on savait que si on avait demandé ton avis, tu allais m'y être un droit de veto. Et c'est pour ça qu'on t'a mise devant le fait accompli. Donc, c'est un poste qui n'est pas soumis à des élections, incontesté et démocratiquement accepté. Voilà. Et donc, ce n'est ni contesté ni contestable. Merci en tout cas pour cette belle teranga et cette belle famille cardiologique dans laquelle on aime toujours venir se ressourcer et retrouver les amis, les parents et tous les souvenirs de tant d'années. Le sujet qui a été posé, on le sait, à l'heure actuelle, les maladies cardiovasculaires constituent un très, très grand fléau en Afrique. Nos grands maîtres, Feu Papa Kouaté, paix à son âme, nous avaient appris que dans les années, il y a à peu près un an, en 1929, on pensait que les Africains ne faisaient pas de maladies cardiovasculaires. Denisson l'a même écrit en Ouganda, et il disait qu'il n'y avait pas de maladie cardiovasculaire. Et malheureusement, maintenant, on sait que dans le monde, un des premiers facteurs de risque cardiovasculaire, de la mortalité cardiovasculaire, de la mortalité globale, en incluant bien sûr les maladies cardiovasculaires dans les maladies chroniques non transmissibles, les maladies cardiovasculaires constituent le premier fléau et la première cause de mortalité et de morbimortalité et d'handicap. Sur les 35 à 37 millions de décès dans le monde, les maladies cardiovasculaires occupent à peu près 17,5%, et ceci pour 45% au moins des maladies cardiovasculaires et 51% chez nos collègues les neurologues, les AVC, qui, dans le forum, le panel se passe en parallèle dans l'autre salle. Et surtout, le gros problème en Afrique, c'est que près de 80% de ces décès sont des décès prématurés qui surviennent dans ce que maintenant on appelle communément les low-income countries, low and middle income, donc les pays sous-développés et faiblement, moyennement développés. Et cette mortalité prématurée était environ de 5,8 millions jusqu'en 2010-2012 et les projections en 2025, c'est-à-dire dans 2 ans, nous donnent à peu près 7,9, près de 8 millions de décès. Et bien sûr, comme l'a dit le premier orateur, d'abord le président du panel et le premier orateur, le co-chair, l'hypertension artérielle est le premier facteur de risque mondialement connu et partout en Afrique, toutes les études STEPS qui ont été faites de 2010 à ce jour ont montré que la prévalence de cette hypertension artérielle aussi entre 28 et 40% dans la plupart des pays. Et les projections donnent que d'ici 2030, c'est-à-dire dans 7 ans, nous aurons en Afrique plus de 200 millions d'hypertendus. Et cette prévalence montre que cette hypertension artérielle que nous appelons le tueur silencieux de l'ombre, car il est la cause et le facteur premier, et elle est prévalente un peu partout dans toutes nos régions. Et malheureusement, comme l'a dit notre prédécesseur, elle est extrêmement sous-diagnostiquée, sous-traitée et sous-contrôlée. À titre d'exemple, on sait que près de sur 100 patients hypertendus, seulement 27% sont diagnostiqués, c'est-à-dire 73% vivent avec l'hypertension alors qu'ils ne le savent pas. Sur ceux qui le sont diagnostiqués, 18% ne sont pas seulement sont traités, et parmi ceux qui sont traités, seulement 7% sont contrôlés. Alors, vous vous rendez compte que, comme l'a dit le président du panel, outre le problème du diagnostic et le problème de la prise en charge, il faut que nous revoyions un peu la problématique de la prise en charge, surtout au niveau communautaire. Et cette problématique va nous amener à forcément des problèmes de prise en charge
au niveau communautaire en faisant premièrement la formation des cadres communautaires, bien sûr, et deuxièmement en déléguant les tâches. Parce qu'on a le plus souvent fait des cours sur le plan universitaire, mais souvent, et je me souviens encore de nos séjours à Pékin, et je vois un grand chapeau au deuxième rang, et mon très grand cher ami Gelai, qui nous a beaucoup aidé, le professeur Gelai, qui nous a beaucoup aidé par rapport à la formation des pédiatres au Niger, et avec qui on allait faire les cours de santé communautaire sous l'égide du professeur Senghor et du professeur Fall à Pékin, que je n'ai pas oublié. Et c'était depuis cette date, je vous parle, d'il y a environ, dans les années 80, à peu près une quarantaine d'années maintenant. Et ceci nous amène donc à voir l'importance de ces facteurs de risque. Donc, je vais aller rapidement. Outre l'hypertension artérielle, le diabète est en progression en Afrique et aux deux sont attribuables, au moins, le président en a parlé, 4 cardiopathies ischémiques sur 10 en Afrique à au moins un des 2 facteurs, 3 à 4 insuffisances cardiaques et 5 à 6 AVC sur 10. Si on rajoute maintenant les autres facteurs de risque tels que le tabagisme, l'hypercholestérolémie, et bien sûr avec le diabète et l'hypertension artérielle, sans compter l'inactivité, on a vraiment des facteurs multiplicateurs du risque cardiovasculaire et du risque coronarien. Je ne vais pas m'attarder dessus, notre ami Mabouri va en parler. Et il y a à l'heure actuelle la problématique de cette prise en charge au niveau communautaire. Et il faut le savoir, on a fait des études multicentriques et le constat est un constat général. L'insuffisance des moyens humains, c'est-à-dire des cadres formés aussi bien au niveau médical, tant spécialistes que généralistes, qu'au niveau paramédical. L'insuffisance des moyens humains, donc, l'insuffisance des moyens financiers, parce qu'on le sait, dans nos pays, la plupart des pays, l'OMS recommande de consacrer environ 14% du budget à la santé et les meilleures statistiques, c'est d'ailleurs au niveau du Sénégal et je crois de l'Éthiopie, où ils sont, et un peu le Ghana, où ils sont autour de 8 à 9%. Et les moyens techniques également font défaut le plus souvent dans nos pays. Et enfin, il faut voir les moyens thérapeutiques, la qualité des médicaments et également leur accessibilité et leur disponibilité à ce niveau. Ce qui nous demande donc de faire une importance à accorder à la prise en charge dès le jeune âge. La présence de Galay m'encourage, il est venu au congrès de pédiatrie et on sait que l'obésité, les rations alimentaires données aux enfants au niveau des établissements, aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale, jouent un rôle dans l'obésité qui est un autre facteur de risque et il faut songer à cette prise en charge qui doit être une prise en charge multidisciplinaire et multisectorielle, car ça, ce sont les maladies cardiovasculaires du développement, mais il ne faut pas oublier, on a dit qu'on a des maladies chroniques non transmissibles, mais on a des cardiopathies malheureusement liées au rhumatisme articulaire aigu qui malheureusement sévissent encore dans nos régions et qui ont besoin aussi de leur prise en charge car ils ont besoin d'une éducation et surtout d'une sensibilisation de la population pour la prise en charge et pour la précocité des traitements. Et bien sûr, une éducation thérapeutique tant au niveau rural qu'au niveau urbain et également multisectorielle avec les nutritionnistes, les diabétologues, les pédiatres, les cardiologues pour sensibiliser la population au risque du type de nutrition que nous avons. On mange beaucoup sucré, beaucoup salé et souvent beaucoup graisseux, à la sédentarité qui est un problème d'inactivité et on ne brûle pas suffisamment nos graisses en Afrique et également dans beaucoup de nos pays, en tout cas chez nous c'est souvent le cas malheureusement, et on a outre
ce problème d'éducation, de sous-diagnostic et d'éducation thérapeutique, nous avons très souvent le problème de la nutrition qui doit être regardé de très près, bien sûr, la prise en charge de l'assainissement et de l'hygiène en ce qui concerne les maladies cardiaques rhumatismales. Je vais donc m'arrêter là, peut-être dans la suite du panel. On pourra revenir sur certains points, mais j'ai voulu donner un aperçu global de la position de ces maladies et forcément, il faudra que donc nous fassions la formation, tant, comme je l'ai dit, au niveau médical que paramédical, surtout les cadres de soutien et la prise en charge de ces facteurs de risque au niveau communautaire. Merci. Merci, cher maître, pour ce panorama très complet hein, qui va du diagnostic à des solutions qui, je pense, devraient pouvoir nous aider à mieux prendre en charge ce fléau qui nous attend. Le professeur Kologo, qui est praticien hospitalier au CHU Algado Ouedraogo, mais également professeur de cardiologie au Burkina Faso, va prendre la parole pour contribuer à faire l'état des lieux aussi et nous proposer des pistes de solutions. Mon colonel. Merci, cher maître. Et avant mon propos, je tiens à remercier notre maître, le professeur Awamal Maris Kolsek, ministre d'État, et à remercier le comité d'organisation du Forum Gallien pour mon invitation et aussi les autorités académiques du Burkina qui m'ont permis la sortie du pays. Et je remercie également mon ancien, le professeur Ibrahima Sek. Je vois qu'il y a des super aussi anciens dans la salle. Aussi mon promotionnaire qui est présent et mes cadets. Et au niveau du panel, je remercie mes aînés, mes maîtres qui m'ont donné l'occasion de pouvoir avoir cette opportunité d'être avec vous ce matin. Concernant l'ampleur des maladies cardiovasculaires en Afrique, du moins dans le monde d'abord, on peut dire que c'est vraiment un constat alarmant puisque nous savons que les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité dans le monde. Selon certains chiffres, il y a 31% de décès qui sont liés aux maladies cardiovasculaires et plus de 75% de ces décès proviennent essentiellement de l'Afrique. Les maladies cardiovasculaires donc, sont en croissance exponentielle en Afrique. Il y a plus d'1 million de décès en Afrique subsaharienne et nous notons que les maladies cardiovasculaires tuent plus que le paludisme. Et nous assistons depuis un certain temps, en 2013 au Burkina Faso, à une transition épidémiologique. Quand nous consultons l'annuaire statistique de l'INSD, Institut national de la statistique et de la démographie, depuis 2013, nous voyons que les maladies cardiovasculaires commencent à avoir une grande ampleur, plus même que certaines maladies infectieuses. En Afrique subsaharienne, il y a 30% donc de prévalence de l'hypertension artérielle et 27% seulement sont dépistés, 18% traités et 7% suivis, et 73% qui ne sont pas dépistés. Donc, je répète les chiffres de mon maître, comme j'ai eu son enseignement, je dis souvent les mêmes choses sans l'avoir consulté. En Afrique de l'Ouest, c'est également l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux, les cardiomyopathies, les coronariopathies sont vraiment un problème majeur. Mais ces maladies ne reçoivent pas l'attention qu'elles méritent. Les maladies cardiovasculaires
voie maladie non transmissible, mais nous avons également les cardiopathies rhumatismales, qui sont les principales maladies cardiovasculaires acquises chez l'enfant et l'adolescent. Et diverses études montrent que la prévalence des cardiopathies rhumatismales varie de 15 à 20 pour 1000. Au Burkina Faso, nous avons mené des études dans les écoles. Sur 50 écoles, nous avions plus de 1500 élèves et nous avions pu avoir plus d'une vingtaine de cardiopathies rhumatismales. Au Burkina Faso, environ 1,5 million de personnes sont atteintes d'une maladie cardiaque ou ont un risque élevé donc, de présenter cette maladie cardiaque. Et ces maladies sont responsables donc d'un décès sur 3 dans notre pays. Donc environ 20 600 cas de décès par année. Et un adulte sur 3 dans le pays vit avec une hypertension artérielle. Ce sont les chiffres actualisés. Sinon, l'enquête STEP de 2013 retrouvait 17,2%. En 2021, c'était 18,2%. Mais les sociétés savantes, c'est-à-dire la Société de cardiologie du Burkina Faso, la SOCARB, a mené une enquête en 2021 et nous avons retrouvé une prévalence de 34,3% avec un âge moyen de 41,6 ans. Nous avions aussi bien sûr que l'hypertension artérielle était méconnue chez 67% des cas. En milieu hospitalier, nos consultations sont essentiellement faites de patients hypertendus avec une prévalence de 64% et un âge moyen de 57,8 ans avec une prédominance féminine. Donc, à cette hypertension artérielle est associée d'autres facteurs, sont associés d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Et ces facteurs de risque cardiovasculaire que nous avons retrouvés en milieu hospitalier sont représentés dans 71% par la sédentarité, le diabète 36%, les dyslipidémies 27,6%, et aussi le syndrome métabolique, qui sont des facteurs associés. Donc, ces facteurs de risque cardiovasculaire, donc, qui sont dus à l'environnement, et nous nous sommes intéressés à un certain moment à des études génétiques, c'est-à-dire l'influence des polymorphismes des gènes du système rénine-angiotensine. Et nous avons constaté qu'il y a des génotypes qui sont, lorsque ces génotypes sont présents, sont associés à un risque plus élevé de développer l'hypertension artérielle. Mais ce génotype donc, est associé à l'obésité, l'alcool et l'âge, d'où l'importance de ces facteurs de risque modifiables qui peuvent être associés au génotype développe l'hypertension artérielle. Donc, de ce constat, nous voyons que l'OMS donc a un rôle primordial, c'est-à-dire nous aider à collecter les données nécessaires pour permettre au gouvernement de prendre les décisions de détection, de prévention et aussi de mobiliser les fonds pour la prévention et la lutte contre ces maladies cardiovasculaires. Donc, ces recommandations donc, ont conduit donc, à la nomination des coordinateurs dans le pays, à responsabiliser les États africains, à la mise aussi en place de systèmes de surveillance des maladies cardiovasculaires et surtout à l'application de la déclaration d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires. Et ce concept de soins de santé primaire, donc, il faut avoir une santé, une bonne santé pour tous, partout, et bien sûr que nous allons réaliser aussi en tout lieu. Et ces États ont la responsabilité donc d'assurer la mise en œuvre de cette déclaration d'Alma-Ata. Mais pour pouvoir y atteindre ces objectifs, il nous faut peut-être
pas rester au bureau parce que nos consultations en tant que clinicien, c'est au suivant. Et je pense que cette pratique ne permettra pas d'éradiquer et de lutter efficacement contre ces maladies cardiovasculaires. D'où l'importance de la santé communautaire. Et cette santé communautaire donc, doit avoir une vision globale et une vision de proximité. Et le contexte actuel du Burkina Faso, que vous connaissez tous, ne peut pas permettre peut-être d'envoyer les médecins ou bien les professeurs imminents là où se trouvent les maladies cardiovasculaires. Donc, il faudrait peut-être s'appuyer sur cette santé communautaire. Donc, le service de cardiologie de l'hôpital Yalado Ouedraogo participe en partie à des initiatives du ministère de la Santé. Donc, c'est ainsi que, avec l'aide du gouvernement, d'accord. Donc, et puis bien sûr, avec la SOCARB qui se mobilise pour les soins de santé primaires à travers les campagnes de dépistage et de traitement. Et nous avons aussi l'agence de promotion des soins de santé primaire pour la santé pour tous, partout et pour tous. Donc, ces actions ont permis au Burkina Faso la création d'un manuel de formation spécifique et la formation des agents de santé en milieu urbain. En conclusion, les maladies cardiovasculaires donc, sont un problème majeur de santé publique et l'intégration d'approches préventives, de dépistage, de traitement et de gestion des facteurs de risque cardiovasculaire est essentielle pour réduire l'impact de ces maladies. Surtout l'éducation du public et la recherche continue sont également cruciales pour faire progresser la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Nous vous remercions, Monsieur le Président. Nous allons quand même demander aux panélistes d'essayer autant que faire se peut de rester dans les 5 minutes imparties. Je ne sais pas si la technique nous permet d'avoir le professeur Anastase Doudzié, le professeur Kologo, comme le professeur Ali Touré d'ailleurs, ont montré clairement l'importance d'avoir des données factuelles d'ailleurs qui nous ont permis de voir un peu où est-ce qu'on en est. Mais j'ai le plaisir d'introduire l'un des leaders de la recherche en pathologie cardiovasculaire dans nos pays, le professeur Doudzié. Anastase, je ne sais pas si tu nous entends. Oui, je vous entends parfaitement, cher maître. Mais merci Bonsoir à tout le monde. Comme tu le sais, donc, la recherche... est-ce que vous me recevez aussi? On te reçoit très bien. C'est bon, tu nous entends? Oui, je vous entends. Donc, la question qui t'est posée est la suivante. Comme tu le sais, la recherche doit éclairer et innerver tout le champ de nos actions. Et tu sais où on en est par rapport à tout ce qui a été fait ces dernières années. Et tu connais le présent, mais aussi les perspectives en matière de recherche, puisque tu es un élément actif, notamment au niveau de la Société panafricaine de cardiologie. Peux-tu nous faire l'état des lieux de la recherche et nous dégager quelques pistes de solutions pour qu'on puisse avancer? Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, c'est un grand plaisir de participer à ce forum et je voudrais remercier les organisateurs. Donc, ce que je peux dire à ce sujet-là, c'est que, premièrement, la recherche de manière générale est un pilier important du développement et particulièrement la recherche médicale est très importante pour générer les évidences scientifiques qui vont permettre de définir que ce soit les politiques de santé ou même les recommandations de pratique comme nous le savons très bien. Alors, il se fait dans une certaine mesure le Moyen-Orient aussi, qui est quand même une zone qui a à peu près la population mondiale. Alors, notre contribution à ce qu'on pourrait appeler la recherche globale ou la recherche mondiale est très faible. On sait que cette contribution est très faible. Par exemple, nous contribuons pour moins de
de 6% de tout ce qui est enregistré comme essai clinique. Et donc, c'est quand même quelque chose de très grave parce que ça veut dire que la recherche est faite dans une petite poignée de la population mondiale et elle va être généralisée à l'ensemble des Africains en appelant ça la recherche mondiale. Je voudrais aussi dire que les barrières à ce niveau-là, on les connaît. On sait qu'il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes d'infrastructure, il y a des problèmes de ressources humaines. Il y a aussi des problèmes en rapport avec les collaborations qui sont très limitées. Mais néanmoins, il faut regarder positivement aussi en disant que ces dernières années, il y a eu quand même des améliorations en termes de production locale dans les pays, en termes de production nationale. Les gens collaborent de plus en plus. Avant, on pourrait avoir le même service, deux papiers publiés sur le même sujet, parfois à intervalles assez courts. On en voit de moins en moins. Je dirais qu'au niveau continental aussi, il y a beaucoup de collaborations qui se sont mises sur ces 10 dernières années. On connaît des exemples comme Thésus et dans l'insuffisance cardiaque. On a vu Valvafrique avec les valvulopathies. Malheureusement, la qualité n'est pas bonne du tout. On va essayer de gagner du temps. C'est vraiment dommage. Hein? Le professeur Doudzier nous a rappelé que nous avons beaucoup à faire. Vous connaissez la faible contribution des chercheurs africains pour les maladies non transmissibles et en particulier pour les maladies cardiovasculaires. Mais il était en train de développer quelque chose de très intéressant, les belles initiatives pour enfin mener des études multicentriques, enfin mieux comprendre les aspects liés à la prise en charge thérapeutique avec des projets intéressants, projets pour lesquels il a joué un rôle central. Malheureusement, on va devoir poursuivre le panel. Jusqu'ici, nous avons vu l'importance et l'ampleur du problème lié aux maladies cardiovasculaires, aux facteurs de risque. Pour reprendre ce qui a été dit jusqu'ici, nous sommes malheureusement 150 millions d'hypertendus en Afrique. Si j'ai fait un petit calcul de nombre ou taux de contrôlés, on va dire qu'il y a 100 millions d'hypertendus non contrôlés aujourd'hui en Afrique. Et si je suis le professeur Touré, lorsqu'ils seront 200 millions, c'est 180 millions d'hypertendus qui ne sont pas contrôlés, c'est-à-dire donc autant d'AVC, d'infarctus du myocarde, de dialysés en perspective. Et je ne parle pas du diabète, je ne parle pas de la dyslipidémie qui au Sénégal en fait a une charge de morbimortalité au moins aussi importante que beaucoup de facteurs de risque qu'on ne soupçonne pas. Je ne parle pas du tabac, etc. Donc, on connaît l'état des lieux, ce qui veut dire simplement que malheureusement, pour les prochaines années, nous aurons affaire à des urgences cardiovasculaires et en particulier au syndrome coronarien aigu. Et je le rappelais tout à l'heure, 1 fois sur 5, c'est sous forme de mort subite. 1 fois sur 2 ou 3, ce sera sous forme d'une attaque brutale qui nécessite une prise en charge urgente. Et la meilleure des prises en charge des syndromes coronariens aigus, ce n'est ni un médicament, ni une salle d'angiographie, c'est le temps. Et si nous ne gérons pas le temps, il n'est pas possible de s'en sortir. C'est pour cette raison-là que nous avions pensé initier une filière et pour corriger une omission, filière dans laquelle le ministère de la Santé et le Dr Maligan ont joué un rôle primordial, va vous être présenté aujourd'hui avec introduction le professeur Mobouri Diaw, qui sera suivi des professeurs Diarabé et du Dr Massamba Diop, et le Dr Anne va clôturer cette session. Merci, Monsieur le Président et chers maîtres. Permettez-nous tout d'abord de remercier les organisateurs donc, de ce forum, avec à leur tête le professeur Eva-Marie Kolsek. Comme j'ai dit tout à l'heure à quelqu'un, nous nous souviendrons toujours de ces cours de maladies infectieuses quand nous étions en 4e année. Et je pense que c'est peut-être l'un des modules qu'on ne fuyait pas du tout. Nous remercions également tous nos maîtres qui sont là. Ce n'est pas pour autant qu'on fuyait leur module. Mais c'était juste pour dire qu'elle nous a beaucoup marqué durant notre cursus universitaire. Effectivement, c'est parler de syndrome coronarien aigu. La question, c'était de voir les délais de prise en charge donc, de ces patients
dans le cadre du syndrome coronarien aigu. Et effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, depuis 3-4 ans, nous travaillons avec la Société sénégalaise d'anesthésie et de réanimation et la Société sénégalaise de cardiologie en collaboration avec le ministère de la Santé pour essayer d'établir donc une filière de prise en charge de ces syndromes coronariens. Et je pense que le docteur Massamba Diop peut-être reviendra un peu sur ça. On va faire des rappels, peut-être ça va faire un peu peur, comme l'ont dit tout à l'heure notre maître, le professeur Touré, mais également le professeur Kologo, par rapport à la situation où on trouve plus de presque 18 millions donc, des décès cardiovasculaires, en fait des décès sont liés un peu aux maladies cardiovasculaires, et le professeur Touré l'a dit, c'est plus de dans 3/4 des cas, ça survient dans des pays à revenus faibles ou à revenus intermédiaires. Et je pense que nous, au Sénégal, il y a des études qui ont été faites par notre maître, le professeur Kane, il y a 10-12 ans de cela, à Saint-Louis et Géoul, et qui présageaient un peu, peut-être de l'augmentation ou bien la croissance exponentielle de ces syndromes coronariens aigus, parce que tout simplement, on avait retrouvé des facteurs de risque très importants quand ces études ont été faites à Saint-Louis et à Géoul, et où on retrouvait effectivement une prévalence, bien sûr sur le plan électrocardiographique, d'atteinte coronarienne qui tournait autour de 10% à Saint-Louis, c'était en 2010, mais également à près de plus de 18% à Géoul en 2 ans plus tard. Et nous avons constaté également dans nos structures de travail, notamment au niveau des hôpitaux, une croissance assez importante du moins de ces syndromes coronariens aigus. Si notre maître, le professeur Bach, qui avait fait une étude en 1998, trouvait une prévalence autour de 5% donc de ces syndromes coronariens aigus, mais on se rend compte qu'un travail qu'on avait fait à l'hôpital Aristide, au moins sur les 15 dernières années, on avait une inversion de 2 courbes. Il y avait la courbe des cardiopathies rhumatismales qui s'était complètement inversée, c'est-à-dire on avait une tendance à avoir de moins en moins de jeunes, ou bien en tout cas de patients qui présenteraient une cardiopathie rhumatismale. Par contre, on voyait une augmentation presque en flèche de la maladie coronaire. Et cette maladie coronaire, à l'heure d'antenne, représentait presque 35% des patients hospitalisés. Le professeur Kane l'a dit tout à l'heure, un cinquième se manifeste sous forme de mort subite. Et on a l'habitude de dire aux patients, c'est ceux qui ont la chance qui arrivent à l'hôpital. Non seulement il y a les morts subites, mais également il y a le retard diagnostique qui va être fait, donc le retard de prise en charge. Et or, comme il l'a dit, les délais sont très courts en ce qui concerne la prise en charge. Quand quelqu'un présente une douleur thoracique, il faut un électrocardiogramme dans les 10 minutes. Et je salue d'ailleurs pour cela le travail que le SAMU de Saint-Louis a fait, où ils ont fait une étude où ils trouvent qu'en moyenne, ils sont autour de 8 minutes pour faire l'électrocardiogramme qualifiant qui permet de poser le diagnostic et d'envoyer ce patient immédiatement en salle de coronarographie où l'artère doit être ouverte, disons si on est large, dans les 120 minutes, si on est large. Mais en sachant que si on respecte les recommandations, c'est un peu moins que ça. Donc, et pourquoi je dis que c'est ceux qui ont la chance qui arrivent à l'hôpital? Parce que chez ces patients, effectivement, s'ils sont pris en charge très rapidement, ils ne vont pas forcément développer de séquelles. Malheureusement, ceux qui arrivent tardivement vont développer de l'insuffisance cardiaque, vont développer des troubles d'urine, et c'est des patients chez qui, même si une angioplastie a été faite, cette angioplastie donc, ne permet pas de récupérer des fois donc, un gain assez significatif. Et un travail récent qui a été fait par le professeur Diop montrait qu'une prévalence de 39%. Vous voyez, c'est presque un patient sur 4 qu'on recevait à l'hôpital, du moins 4 patients sur 10 qu'on recevait à l'hôpital présentaient un syndrome coronarien. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être beaucoup de choses à faire. Et ces facteurs de risque qui sont responsables de la survenue, parce que dans la question, on nous parlait de causes, mais c'est plutôt des facteurs de risque. Ils en ont parlé, c'est l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, le tabagisme, le diabète, et ainsi de suite. Et en ce qui concerne les délais, moins de 35% des patients arrivent avant la 4e heure, sur les études qui ont été faites. 75% des patients ont un électrocardiogramme qui est fait au-delà de la 2e heure. Et vous voyez, tout à l'heure, on disait que début de la douleur, réalisation de l'électrocardiogramme, c'est les 10 minutes. Donc, vous voyez donc ce qu'il faut faire. Comment acheminer ces patients à l'hôpital?
presque 9 patients sur 10, c'est soit une ambulance simple, soit des moyens propres. Je pense que Saint-Louis également a trouvé à peu près le même travail, en fait, les mêmes chiffres, parce que c'était autour de 84%. Mais c'est surtout ce qui est peut-être... Et après, chacun rentre chez cela. Qu'est-ce que ça va vraiment nous apporter? Non, c'est bon, c'est une interférence bienvenue. Nous avons géré notre catastrophe. Il y a une interférence. Non, Et c'est je bon, disais tout c'est à bon. l'heure- Notre maître nous invite à rester plutôt et à continuer. Donc, je disais tout à l'heure que presque 9 patients sur 10, c'est soit une ambulance simple ou bien leur moyen propre, comme ce que Saint-Louis a trouvé un peu. Mais c'est surtout, au moins, ils sont passés dans 2 structures hospitalières ou sanitaires, en tout cas, avant d'arriver au niveau des services de cardiologie. Et je pense qu'il y a peut-être un travail à faire dans ce sens pour pouvoir effectivement essayer de mieux prendre en charge donc, ces patients. Ce qu'il faut faire, c'est la coronarographie et l'angioplastie. Pour l'instant, il y a peut-être 4 salles à Dakar et il y a une salle qui est à l'hôpital Cheikh Khadim de Touba, où la coronarographie a commencé depuis 1 mois. Et c'est là où on se rend compte qu'effectivement, ils ont une forte prévalence de maladies coronaires à Touba également. Et j'espère que dans les autres hôpitaux, notamment à Saint-Louis, parce que Saint-Louis a un grand potentiel. Parce que si on voit l'enquête qui avait été faite à Saint-Louis en 2010, ça veut dire que probablement il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires qui vont se développer à Saint-Louis durant ces années qui vont venir. Et pour ça, le seul moyen pour l'instant qu'on a, parce que l'angioplastie est chère, et heureusement que le docteur Malik Anne est là, je pense que nous ferons un plaidoyer et que le forum va permettre de faire également ce plaidoyer pour que l'angioplastie, ne serait-ce que l'angioplastie primaire, puisse être gratuite. Parce que c'est ça qui pose problème. Et c'est ça qui permet, comme on a dit tout à l'heure, de sauver des vies. Mais également que la coronarographie puisse être subventionnée parce que ça coûte excessivement cher. Et je ne rentre pas dans l'amélioration de la filière parce que je pense que le docteur Massamba Diop et le professeur B vont en parler. Mais nous, ce qu'il nous faut, c'est de faire en sorte de former également des angioplasticiens. Parce que si on a beaucoup de salles, il faut dire que la salle de Touba, c'est nous qui allons là-bas tous les vendredis. Un vendredi sur 2, j'y vais avec le professeur Bamba. Un autre vendredi sur 2, c'est le professeur Dioum et docteur Joseph Mingou qui vont... Mais il faut les aider pour démarrer. Mais je pense qu'il faut former des angioplasticiens pour qu'ils soient affectés donc, au niveau. Mais surtout, un moyen qui permet de faire le diagnostic, c'est l'électrocardiogramme qui doit être disponible dans tous les centres de santé, mais également accessible, parce que ça ne sert à rien d'être disponible et si cet électrocardiogramme n'est pas accessible. J'en ai pas parlé, mais il y a un travail qui a montré qu'effectivement, il y a l'accessibilité de l'électrocardiogramme dans certains centres de santé qui l'ont est très difficile. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je terminerai, Monsieur le Président, si vous le permettez, parce que je pense que le professeur Gamra devait nous parler un peu du Stent Save a Life. C'est juste une initiative qui avait été créée en Europe depuis 2008 et qui permettait de respecter les guidelines de prise en charge donc, des syndromes coronariens et surtout de l'angioplastie primaire. Il faut savoir que en Europe, le SAMU est tellement développé qu'effectivement, l'angioplastie primaire peut se faire très rapidement. Ils sont autour de au moins 80% d'angioplastie primaire. Mais je pense que pour l'instant, il n'y a que 3 pays africains qui font partie donc, de cette initiative. C'est l'Afrique du Sud, c'est l'Égypte, mais également c'est la Tunisie. Or, il faut faire en sorte, d'ailleurs c'est pourquoi le nom a changé, il parle maintenant, parce qu'au départ c'était Stent for Life, maintenant il le change en mettant Stent Save a Life. Et je pense que nous en Afrique, ce qu'on doit plus développer, vu peut-être nos ressources limitées, c'est l'angioplastie, du moins c'est la thrombolyse, mais la thrombolyse précoce et la thrombolyse avec le bon médicament. Parce que le seul médicament dont nous disposons pour l'instant, c'est la streptokinase, malheureusement, qui peut-être qui ne marche pas tout le temps. Des fois, ce n'est efficace que dans moins de 50% des cas. Il y a un médicament qui est très efficace, c'est la métalyse, et je pense que le ministère de la Santé représenté ici doit faire un plaidoyer pour que ce médicament puisse être disponible et accessible donc au niveau des structures sanitaires. Et donc, ce Stent Save a Life, son objectif, c'est, bien sûr, c'est que tout le monde puisse reconnaître les symptômes. Et une fois que ces symptômes sont reconnus, que les patients
puisse alerter notamment les structures préhospitalières et que ces structures préhospitalières puissent acheminer les patients le plus rapidement possible au niveau des hôpitaux pour que la prise en charge puisse être faite, c'est-à-dire par une angioplastie, et que cette angioplastie, si elle peut être le plus possible primaire, c'est ça qui permet donc de sauver les vies. Nous avons juste un peu résumé donc, un peu les délais qu'on nous avait demandé de traiter, mais également un peu du Stent Save a Life dont le professeur Habib Gamra devait parler. Nous vous remercions. Merci beaucoup, Mabouri. Pour essayer un résumé en 30 secondes de ce que tu dis sur des chiffres, nous sommes vraiment dans le double fardeau. Nous avions les cardiopathies rhumatismales, terrible fléau qui est encore là, mais aujourd'hui, ce sont les maladies coronariennes qui passent devant. Mais tu nous dis, il y a peut-être 100 maladies coronariennes que nous avons dans nos structures hospitalières, mais tu nous dis que c'est tellement sous-dépisté qu'il faut le compter autrement. Je sais qu'il y a des experts en santé publique qui peuvent modéliser ce que je vais dire là. 100 syndromes coronariens aigus avec infarctus du myocarde, c'est que ça cache 100 autres qui ne sont pas venus dans les délais. Mais il se trouve qu'avec infarctus du myocarde, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg, puisqu'il y a 300 plus de syndromes coronariens ST-. Donc, on est à 500 qui ne sont toujours pas venus à l'hôpital. Mais il se trouve que derrière l'iceberg, il y a les 1000 qui ont la maladie coronaire stable, c'est-à-dire peut-être nous autres, hélas, et donc 1500. Mais je ne compte pas sur les 1500, les 20%, c'est-à-dire 300, qui ont fait leur mort subite chez eux. Donc, dans nos hôpitaux, quand on a compté 100 coronariens, n'oublions pas qu'il y a 1500 autres qui sont morts de façon anonyme, qui n'ont pas été pris en charge ou qui viendront 6 mois plus tard avec une insuffisance cardiaque, avec bien sûr un handicap qui sera à vie. Ce qui veut dire donc que ces patients, il faut aller les chercher dans la communauté. Et les chercher dans la communauté, c'est d'abord le rôle du préhospitalier. Et j'ai le plaisir d'introduire Massamba Diop et Mamadou Diarabé qui vont nous dire finalement quel est l'état des lieux de la prise en charge préhospitalière, quelles sont les avancées, et Dieu sait s'ils ont pu, de notamment nous permettre d'avancer, et quelles perspectives ils envisagent, et notamment quels liens ils vont trouver entre le préhospitalier, l'hôpital et bien sûr la communauté. Mas ou Mamadou qui commence? Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président de séance. Mes remerciements à l'association pour le Forum Galien pour cette invitation et à la SOSEA, la Société sénégalaise d'anesthésie et réanimation, qui nous a désigné en tout cas pour venir parler au nom de la société, et de la SOSECAR également, la Société savante sœur, avec qui nous cheminons, professeur Khan le disait tout à l'heure, depuis 3 ou 4 ans, afin d'accoucher, en tout cas de la filière du syndrome coronarien aigu, qui est en train de poser beaucoup de problèmes dans le monde, en particulier en Afrique subsaharienne. Moi, j'ai parlé au nom du SAMU, donc ma casquette de préhospitalier, même si je suis anesthésiste réanimateur encore à l'hôpital. Le SAMU, en fait, s'occupe d'urgences préhospitalières. Donc, c'est presque un lien entre la communauté, ce qui se passe dans la communauté, ce qui se passe à domicile, et l'arrivée ou pas à l'hôpital. Parce qu'il arrive que ces patients n'arrivent pas. Ce n'est pas parce qu'ils vont décéder tous, mais peut-être parce que le problème sera réglé, ils n'auront pas besoin d'aller à l'hôpital. Et les possibilités sont nombreuses. Bon, ce qu'on a noté, en tout cas depuis que la session a commencé, les différents orateurs ont mis le doigt en tout cas sur ce qui nous préoccupe. Ça veut dire que ces pathologies dont on parle sont... Oui? Prendre le micro pour que les interprètes... Ces urgences dont on parle et ces maladies qui sont issues de ces maladies non transmissibles, sous-diagnostiquées d'ailleurs, on a dit dans près de 70% des cas, ce que nous notons, c'est que leur rentrée dans le système de santé se fait sous mode d'urgence. Quasiment, les patients hypertendus rentrent dans le système de santé en général sous forme d'une urgence. Et ceux qui ne connaissent pas hypertendus, c'est à l'occasion de la survenue d'une complication aiguë, d'une urgence hypertensive, quel que soit son degré, que ce patient rentre dans le système de santé. Il en est de même pour les diabétiques. On a
très souvent pris en charge des patients diabétiques, non des patients comme ça pour une urgence donnée. Parfois, l'appel, c'est autre chose. On nous appelle pour une détresse respiratoire, mais il arrive qu'on tombe sur une acidocétose. Ou bien qu'on nous appelle pour un coma, pour un AVC, et on tombe sur une hypoglycémie. Et j'avoue que c'est étonnant. Les hypoglycémies, surtout en coma, sont de plus en plus rencontrées à Dakar. C'est effarant. Et malheureusement, il y a un bon nombre qui passent entre les mailles du filet parce que le délai de prise en charge, voilà, si on ne les prend pas en charge rapidement, ils vont décéder. Alors, le thème actuel donc, de ce symposium, de ce forum, donc, c'est surtout les maladies non transmissibles. Je disais que c'est une pathologie, préoccupation majeure, non diagnostiquée dans près de 70%, porte d'entrée par les urgences, si la mort subite n'est pas passée par là. Mais si on prend sur l'autre versant également, pour ces maladies non transmissibles, c'est des maladies chroniques. Donc, c'est des maladies qui vont évoluer pendant très longtemps, sous traitement avec un suivi, mais qui vont avoir beaucoup d'épisodes d'acutisation. Je pense aux patients hypertendus qui fera même traiter, qui fera de temps en temps, si un stress est passé par là, si quelque chose d'intercurrent est passé par là, il fera sa poussée. Il rentrera encore dans l'urgence. Je pense aux diabétiques également, hein, qui, à la moindre intercurrence, va rentrer dans une complication. Donc, ils vont être des clients, des abonnés en tout cas des urgences, forcément des abonnés du SAMU. Donc, les portes d'entrée sont vraiment nombreuses. Alors, parlant du SAMU, on en parle. Le SAMU, en tout cas, est adolescent. Hein. Tout à l'heure, j'ai entendu le professeur Mabouri dire tout à l'heure, en France, en fait, c'est pas seulement en France, c'est pas seulement le SAMU, c'est l'ensemble du système de santé. C'est pas que le SAMU est performant, mais c'est l'ensemble du système de santé qui est performant. Nous, si on était performant, alors qu'il n'y a que des enjeux des coronarographies à Dakar, on n'aurait pas les mêmes résultats. Le constat est là. Les seuls centres de coronarographie qu'on a au Sénégal se situent à Dakar. Nous, on a des SAMU. Tout à l'heure, vous parlez des prouesses du SAMU de Kaolack, de Saint-Louis. Mais ça aurait été bien que Saint-Louis, ces patients qu'on a eus avec des délais de 8 minutes, bénéficient d'une coronarographie. Et je rappelle que le délai pour la coro, c'est 120, parfois même 180. Nous parvenons à avoir des délais de 8 minutes. À Dakar, on a eu des délais de 40 minutes. Mais malheureusement, toutes les coronarographies sont là. Et quand elles sont là, parfois également, elles ne fonctionnent pas 24 heures sur 24. Alors, l'avantage, en tout cas, quand on parlait de la médecine préhospitalière pour une communauté, c'est ce qu'on appelle une écoute médicale permanente. Ça, c'est une notion qui doit vraiment rentrer maintenant dans notre jargon. Comme on dit, on doit avoir une sécurité. Quand j'ai un problème, j'appelle la police. Quand j'ai un problème, j'appelle la gendarmerie. Les maladies ont changé. Un pays qui va s'organiser pour prendre en charge ces problèmes doit avoir une écoute médicale permanente. J'ai une douleur thoracique évocatrice à 2 heures du matin. Chaque pas que je fais pour aller vers ma porte va m'exposer vers la mort. La seule chose que je puisse faire, c'est d'appeler un téléphone quelqu'un qui va venir me prendre en charge là où je suis. Et donc, c'est vraiment le combat qu'on est en train si on se bat pour mettre en place les SAMU, c'est exactement ça. Et c'est vraiment nécessaire si on veut, en tout cas, avoir des résultats dans la prise en charge de ces maladies non transmissibles. Je n'ai pas besoin de parler très fort parce que le champion dont on parlait tout à l'heure, qui s'occupe du département, de la division, en tout cas, des maladies non transmissibles, est assis à ma gauche. Alors, et l'autre élément également d'éthique, je dirais pas, de démocratie peut-être même, hein, c'est de faire accéder à un patient qui ne sait même pas ce qui lui arrive au plateau technique le plus élevé et dans les meilleurs délais. Ça veut dire quoi? Le paysan qui est là dans son champ, qui appelle, qui a sa douleur thoracique, qui ne sait pas ce qui lui arrive, il est inquiet. Peut-être il dit que j'ai un courant d'air. Un appel va le propulser dans un centre de coronarographie dans les 100 minutes. Il ne sait même pas ce que c'est qu'une coronarographie. Et c'est ça réellement l'aide médicale urgente. Et c'est ça vraiment le challenge du pré-hospitalier. Ce n'est pas facile, c'est coûteux. Parce que déjà, le problème du financement de la santé nous rattrape.
autant à l'hôpital, professeur Mabouri en parlait. Moi, je suis très content qu'on ait encore, je préfère qu'on ait partout la streptokinase que d'avoir quelques ampoules d'actylyse ou de métallyse dans des centres privilégiés. Moi, je suis encore très content et je l'offre gratuitement et on a mis dans nos protocoles. Et on sait tellement que c'est important. Le service offre aux patients et on en a mis quasiment dans toutes nos ambulances et on l'offre un peu partout. Et on n'est pas à moins de 100 à 200 ampoules de streptokinase distribuées à la population sénégalaise gratuitement. Alors, où est-ce que nous en sommes? Effectivement, c'est long. 14 ans d'existence, 4 antennes, Dakar, qui est en train de grandir, qui est en train même d'exploser. Saint-Louis, qui commence à prendre son envol. Tout récemment, Kaolack également, qui prend son envol. Touba, pour la région de Diourbel. Là, récemment, peut-être avant la fin de l'année, Ziguinchor et Kolda. Et après, maintenant, donc, pas à pas pour mailler le territoire national. Si on regarde nos résultats, à peu près, c'est 3 millions 500, on monte parfois à 4 millions d'appels. Pendant la COVID, on est monté à 5 millions d'appels. Mais habituellement, on tourne entre 3 millions 500 d'appels. Et si on regarde nos activités réelles, la traumatologie est là partout. Parce qu'avec la jakartisation de la situation, là, aujourd'hui, que ça soit Kaolack un peu partout, les accidents liés à cela sont en train de se multiplier. Mais quand même, quand on scrute bien, quand on met la loupe, 40% de notre activité relève du cardiovasculaire et du métabolique. C'est l'urgence hypertensive, c'est le syndrome coronarien, c'est l'OAP cardiogénique, c'est l'embolie pulmonaire peut-être, même si on rapproche l'embolie pulmonaire un peu de la pathologie respiratoire. Mais sinon également les comas métaboliques. Je ne reviens pas dans ces détails. Et à peu près tout cela, avec l'ensemble de ces appels, l'ensemble de ces sorties, nous vaut à peu près 20 000 interventions SMUR par année. Alors, si je dis 20 000 interventions SMUR par année, il ne faut pas prendre une intervention SMUR comme une consultation médicale. Un patient qui vient me voir à l'hôpital, je ne bouge pas. J'ai 15 minutes pour le voir. Mais une intervention SMUR peut varier minimum d'1 heure de temps et parfois peut aller jusqu'à 12 heures de temps. Donc, 20 000 par année, regardez la charge de travail qui est derrière. Donc, le combat est là, le challenge est là, et je pense que ensemble, on pourra quand même y arriver. Le dernier point, Monsieur le Président, c'est la formation. La formation, et ça, je pense qu'on est dessus. Et on a commencé avec vous, la SOCEAR est dessus, on a commencé à former. Nous, c'était un projet qu'on avait depuis très longtemps, c'est de former les médecins généralistes pour la lecture de l'électrocardiogramme. Le chantier est là, je n'y reviens pas. Certainement, dans vos conclusions, vous y reviendrez. Mais surtout aussi, sensibiliser la communauté, parce que quand même, la première chaîne de cette histoire sera la communauté. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Mamadou, tu l'as dit, hein, le chemin a été long, mais il a été remarquable. Hein. Je n'en dis pas plus, mais tu as fait un travail remarquable. Et je connais tes délais, qui sont des délais exceptionnels à Saint-Louis, mais aussi à Dakar. Hein. Et je pense que le SAMU est une véritable opportunité. Comme c'est le cas pour MAS, malheureusement, MAS, on a perdu une opportunité, c'est qu'il nous reste que 5 minutes, malgré toi. Parce que le comité d'organisation nous a prolongé, quoi. Et 5 minutes, quoi, vous deux. Parce qu'après, le professeur Yawson doit conclure. Alors, je vais essayer. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Merci, Monsieur le Président. Merci au comité d'organisation de nous avoir invités et à la SOCEAR en tant qu'ancien président de m'avoir demandé d'en parler, puisqu'en fait, c'était un des motifs extrêmement importants, en fait, dès le départ, quand j'ai eu la présidence de la SOCEAR, de s'occuper de la filière du syndrome coronarien. J'essaierai d'être très rapide, c'est un peu complexe du coup. La première des choses, c'est que souvent, en tout cas à l'époque, je me souviens la vraie vie en 2000, pendant les élections, d'ailleurs c'est à risque, hein, les élections, attention, douleur thoracique, infarctus, et c'est la première, je pense, thrombolyse réalisée en Afrique, je pense, subsaharienne et au Sénégal, et c'était dans ce contexte-là. Et quand on l'a amené en service de cardiologie, on nous a pris, si j'ose dire, un peu pour un fou, quoi. Mais qu'est-ce que c'est ça d'avoir thrombolysé, d'avoir osé le faire en préhospitalier, de ne pas l'avoir amené à l'hôpital pour le faire? Et à l'époque, en tout cas, c'était un petit peu une critique. On a vu qu'avec le temps, bien sûr, ça a complètement changé. Mais ça veut bien dire que dans la filière, le préhospitalier
aussi bien, et Mamadou l'a montré, dans toute la partie prise en charge de toutes les maladies non transmissibles, c'est important. Et nous, on a remarqué effectivement de la même façon que les maladies cardiovasculaires, par exemple, représentent rien que le syndrome coronarien, plus de 23% de notre activité, et que l'AVC, plus de 17%. Et que finalement, la traumatologie qui était en transport médicalisé, la première cause, est passée maintenant en deuxième cause. Et c'est le cardiovasculaire qui est en première cause. Donc, bien sûr, c'est Dakar, c'est la vie. On ne parle pas de l'ensemble du pays. Mais c'est très intéressant de voir en fait cette évolution qui s'est faite petit à petit. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on a vu que les délais se sont minimisés. On avait 143 minutes entre la douleur et le premier appel dans le syndrome coronarien. On est passé à 98 minutes. Ça veut dire que la population commence un petit peu plus à être informée par rapport à ça. On a vu aussi, et ça, je pense que c'est très important, et même j'en ai été assez surpris, on a regardé, on a fait une étude de 2018 à 2021 de nos syndromes coronariens. Et on s'est aperçu qu'il y a une telle évolution que le délai entre le CG qualifiant et la table de Coro, même à un moment, j'ai re-regardé les chiffres pour être sûr, était de 62 minutes. Et là, je me suis dit, il y a un truc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, au Sénégal, à Dakar, pour l'instant, et bien sûr, et ça fait partie du travail qu'on veut faire sur la filière, qu'aujourd'hui, on peut avoir des délais tels que ceux recommandés au niveau international pour pouvoir mettre un patient sur une table de Coro. Ça, c'est un petit peu enfin, les délais sont un peu plus élevés en 2023, sont un petit peu moins bons parce que les tables étaient très prises. Donc, c'est intéressant aussi, ça veut dire qu'elles sont de plus en plus utilisées. Mais on est quand même sur des délais de 62 minutes. Ça veut donc dire qu'on peut réaliser. Et c'est de là qu'en fait, nous est venue un petit peu cette volonté de rapprocher le travail des deux sociétés et de se dire, aujourd'hui, dans des pays comme les nôtres, on a les effecteurs potentiels d'une façon ou d'une autre en préhospitalier. On a, comme à la Jourdain Dakar, des tables de coronarographie. On devrait en avoir plus et on peut arriver à optimiser ces filières. Et donc, tout le travail était celui-là, c'est de voir comment, entre les deux sociétés sénégalaises de cardiologie et d'anesthésie-réanimation, et ainsi avec le ministère, comment arriver à faire finalement cette qualité de filière. Et du coup, ce travail que nous avons fait était quoi? D'aller jusqu'au village et de voir comment, selon la pyramide sanitaire, comment avoir un ECG qualifiant disponible le plus délocalisé possible. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est l'interprétation de cet ECG. Ça veut dire que si c'est un infirmier dans un centre de santé, comment il va pouvoir interpréter? Il va y avoir, ça va être envoyé sur un PDA, sur WhatsApp. Et ensuite, ça permet l'interprétation par un numéro joignable H24, par soit un cardiologue, soit un urgentiste. Ensuite, une fois que ça s'est fait, il fallait qu'il y ait à disposition les médicaments. Et donc, selon le niveau de la pyramide sanitaire, c'est tel ou tel ou tel médicament qui sera disponible selon donc la compétence et donc les possibilités de cette pyramide sanitaire. Puis, plus on avance, on va ensuite vers le transport, qu'il soit, s'il ne peut pas être médicalisé, paramédicalisé avec des personnes formées. Et on a vu le travail qui a été fait aussi par le SAMU pour la formation des infirmiers, des médecins de région, mais qui va jusqu'à cette délocalisation et finalement pour permettre cette équité au niveau du territoire. Et ensuite, d'arriver à ce que dans les régions, le plus possible, on puisse avoir accès à ces tables de coronarographie. Et donc, en fait, c'est cette filière-là sur laquelle nous avons travaillé tous ensemble et avec M. Anne, le ministère de la Santé, pour arriver à ce qu'on puisse, dans des, je dirais, j'espère, des jours très prochains, proposer à l'ensemble du pays une solution de ce type-là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, à partir de ce moment-là, et ça c'est un petit peu dans les recommandations, alors on en a parlé, mais ça sera, là, je dirais, ça sera la dernière étape, ça sera un petit peu la sensibilisation sur l'ensemble du système, parce qu'en fait, si on sensibilise avant que le système n'existe, les gens vont être frustrés. Donc, il y a bien sûr cette sensibilisation, mais sinon, on a la mise à disposition au niveau par le ministère de ces électrocardiogrammes, bien sûr la formation de l'ensemble
des personnes. Mais là où c'est très important, et c'est ces deux éléments qui sont majeurs, c'est de pouvoir avoir les médicaments et si possible, quand même, pour l'instant, effectivement, la première thrombolyse qu'on avait faite, c'était à la streptase. Si on n'a que la streptase, la streptase. Mais si on peut avoir mieux, si on peut avoir au moins l'actylyse, si ce n'est la métallyse, de pouvoir en tout cas se battre pour que ce soit disponible et qu'on ne soit pas là au niveau d'un patient. Nous, c'est pareil, on ne fait pas de tri à l'appel et du coup, la personne ne paiera pas sa streptase, mais quand on est sur de la métallyse, vous vous rendez compte que le coût n'est pas le même. Et d'autre part, nous, il n'y a rien de plus frustrant. Nous sommes avec le patient et on appelle pour arriver sur la table de Coro. On dit, le patient, s'il ne peut pas payer, c'est pareil, il ne payera pas. On le fait, mais on arrive sur la table pour arriver à avoir un accès à la table de Coro et on nous dit, est-ce qu'il peut payer? On est dans le système public et on nous demande, est-ce que le patient peut payer? Et sur ça, c'est ce qui pour nous est extrêmement important. Il ne faut pas qu'il y ait de prépaiement. Il faut qu'on arrive à un système entre guillemets, de subvention d'un certain nombre de kits et de post-paiement, c'est-à-dire que le patient peut payer parce qu'il a les moyens, il paye, il ne peut pas payer. C'est finalement le système de couverture nationale qui permettra de le faire. Parce que sinon, on perd des minutes et des minutes, donc on perd du myocarde et c'est une catastrophe. Et donc ça, c'est vraiment notre demande par rapport au ministère. 1, sur les médicaments et l'ensemble des médicaments. 2, sur le fait de pouvoir avoir cet accès à la table de coronarographie sans avoir de problèmes d'argent dans la discrimination. Je vous remercie. Merci, Mas. Merci, Mas. Je sais que tu es un grand expert autant que passionné, mais tu as su très rapidement nous dire des choses essentielles. Quelqu'un disait, je voudrais prendre 30 secondes là aussi pour le dire, c'est une technologie pointue, certes, mais pour transférer une technologie, il faut rendre disponible la technologie, tu l'as dit, c'est un bon thrombolytique, c'est aussi de l'angioplastie. Il faut un système. Et le système doit commencer au niveau communautaire et aller jusqu'au niveau, on va dire, de l'hôpital de référence. Tu as donné des éléments pour ça. Il faut une volonté pour ça. Et quand on l'aura fait, et quand on l'aura réussi, et d'autant qu'on l'a quand même réussi, on aura donc cette personne de 50 ans qui a fait son infarctus du myocarde et qui arrive à 45 minutes, 60 minutes, c'est ce que vous êtes en train de me dire, entre nos mains. Il se trouve qu'à 60 minutes ou 45 minutes, cette personne-là, qui a sa thrombolyse ou mieux encore son angioplastie primaire, aura une qualité, une quantité de vie exactement la même que vous et moi. Il vivra centenaire sans aucun problème. S'il n'a pas été pris en charge, ou il a été pris en charge 12 heures plus tard, je ne dis pas 24 heures, 12 heures plus tard, c'est un infarctus antérieur, je parle des techniciens, son muscle cardiaque est suffisamment détruit. Qu'il aille à Washington ou à Londres n'y changera absolument rien. Son espérance de vie sera pire que la majorité des cancers, parce que infarctus antérieur, insuffisance cardiaque, c'est pire que la majorité des cancers. C'est juste pour dire que là, on a un système à construire, et puis c'est pour introduire, Malik, une exigence éthique et démocratique. Si on doit lui poser la question, avez-vous de l'argent pour qu'on vous mette le stent? C'est un problème. Donc, Malik, comment peux-tu nous aider à construire le système et comment accéder à cette exigence éthique et démocratique? Merci, professeur. Je voudrais présenter mon profond respect et mes hommages à tous mes maîtres qui sont dans la salle. Je voudrais parler en 3 petits points, ce serait très bref. D'abord, la place des experts dans ce que nous sommes en train de faire. Pour moi, il y a un travail très important qui est réalisé par les experts que vous êtes, les sociétés savantes, la Société sénégalaise de cardiologie, la Société sénégalaise de réanimation, et aussi le ministère. Ce qui nous manquait, c'est cette croix de transmission pour que ces 2 entités puissent parler le même langage, étant donné que nous avons les mêmes cibles. Et je félicite le travail que vous avez fait et même la démarche que vous avez faite. Je pense que, professeur, vous êtes venu au niveau du ministère exposer votre projet. Et je pense que ça, c'est très important pour nous. Moi, on nous dit, les orientations que nous avons du ministère de la Santé, c'est de porter la politique. Mais les aspects techniques, c'est vous qui devez donner les aspects techniques. Le lundi passé, j'ai reçu une doctorante qui faisait une étude sur le processus de tarification des bouillons. Elle me demandait 2 questions. Elle me demandait
quelle est l'opinion du ministère par rapport au bouillon? Je lui ai dit que nous n'avons pas d'opinion. L'opinion que nous avons, c'est l'opinion de nos scientifiques. Si les scientifiques nous disent aujourd'hui les bouillons sont impropres à la santé, nous considérons les bouillons impropres à la santé. Je me disais, quelle est votre opinion par rapport à la fortification de ces bouillons? Aujourd'hui, on fortifie les bouillons, on met de la vitamine A, du fer pour accéder ces vitamines A, c'est fer aux populations. Je disais que nous, dès l'instant que les bouillons étaient impropres à la santé, nous ne considérons pas une belle stratégie. Pour dire donc, nous avons cette oreille attentive par rapport à la place des experts dans l'élaboration des politiques de santé, notamment par rapport aux maladies non transmissibles, aux affections cardiovasculaires. Et comme tantôt on l'a dit, les affections cardiovasculaires sont les premières causes de mortalité au niveau des MNT, 16%. Le second point, c'est par rapport à l'intégration des maladies non transmissibles dans les soins de santé primaire. Moi, étant chef de district, on ne parlait pas de DCG dans les centres de santé, on ne parlait pas d'immobilisme glycée dans les centres de santé. Aujourd'hui, dans le cadre du projet que nous sommes en train de faire, on pense même à l'amener au niveau des postes de santé. Pour moi, c'est très important. Faire en sorte que les maladies non transmissibles ne soient pas un problème d'hôpital, mais c'est un problème accessible même au niveau des postes de santé. Et en plus de cela, dans la communication, que les acteurs communautaires puissent jouer un rôle. Je disais tantôt que l'appareil de glucomètre, l'appareil de tensiomètre, ce n'est plus un appareil médical, c'est un appareil de domicile. Dès l'instant que c'est un appareil de domicile, donc l'acteur communautaire est outillé à porter cela, à faire des dépistages communautaires, comme hier soir, on a partagé avec l'expérience de Cardiophocytise. Et enfin, terminer par le projet qui unit le ministère de la Santé et des sociétés savantes. Il y a de bonnes perspectives. Nous avons élaboré le plan d'accélération lutte contre les maladies non transmissibles. Il faut savoir que, une fois que le plan est élaboré, il faut une seconde marche. C'est faire en sorte que le plan soit financé par le ministère, par l'État. Actuellement, nous avons travaillé avec le ministère des Finances. Nous en avons fait un projet bancable et ce sera introduit dans la loi de finances initiale de 2024. Donc ça, c'est une bonne opportunité. La seconde opportunité, nous avons le projet d'amélioration de la lutte contre les maladies non transmissibles dans la région de Diourbel. Dans ce projet-là aussi, nous avons inscrit ce travail-là. Et la troisième opportunité, c'est Luxe Développement. Professeur Diara, notre cher maître, on connaît très bien, ça a été, dans le cadre de la Luxe Dev, on a prévu d'inclure aussi ce projet-là au niveau des activités à financer. Donc nous avons de bonnes opportunités et nous pensons aujourd'hui ce travail que nous allons faire collégialement nous permettra d'avoir de bons résultats. Je vous remercie. Merci. Merci Malik, je n'en doute pas et je voudrais d'ailleurs au nom de nos sociétés savantes, Hélène, Ella, Mounir, nos sociétés respectives, vous dire merci. Nous avons réellement senti que nous avons co-construit tout ce processus ensemble et c'est quelque chose de formidable et nous voudrions vous rendre hommage pour cela. Je ne sais pas si on a la possibilité de donner la parole aux représentants des patients, s'ils sont là, ou si on doit conclure. On conclut. Parce on conclut. Nous avons 10 minutes. Est-ce que les représentants de Cœur Solidaire sont là? Est-ce qu'ils étaient préparés à prendre la parole? Pas du tout. Oui. Dites-nous en 2 minutes quel... Bon, je me présente. Je me présente, je m'appelle Ousmane Diop, je suis malade cardiaque, je suis opéré en 2006 et je suis le président de l'association Cœur Solidaire. L'association Cœur Solidaire, c'est une association d'entraide et de dépistage des maladies cardiovasculaires qui a été créée en 1995. Et jusqu'en 2024, nous nous organisons à regrouper les malades au niveau des structures sanitaires afin de les orienter pour une meilleure prise en charge. Nous avons aussi accentué notre travail sur le dépistage et la sensibilisation avec les maladies cardiovasculaires. Je ne me suis pas préparé pour ce discours, mais c'était tout juste pour présenter l'association et ses démarches.
Merci beaucoup. Nous vous encourageons et vous faisons part de toutes nos disponibilités. Je pense que nous allons prendre contact avec vous et je pense que nous avons des choses à faire ensemble. Merci à vous tous. Merci d'abord au comité d'organisation d'avoir été si indulgent. J'ai vu les clins d'œil de Nabou, indulgence certes, et vous avez été très gentil avec nous parce que les urgentistes et les cardiologues sortis des urgences, sa philosophie aussi, hein, il faut s'en méfier. Nous avons eu une très, très belle introduction. Et after a nice introduction, we need a so nice conclusion. You did so well, Prof. Yelson. I think that you are the man of the situation, as I say. Please give us the final words. So we are very grateful to the eminent panelists for the discussion on the status, the challenges, and the prospect for way forward on cardiovascular diseases. The key highlights I am taking, and I know most of us will take, will be that the underlying drivers of cardiovascular diseases are on the increase, and that these, including hypertension, are underdiagnosed, undertreated, and under-controlled, and that the risk factors of these cardiovascular diseases being lifestyle and sometimes genetic, especially for the genetic ones that call for research to be able to manage these conditions appropriately. And therefore, there is a need for increased research collaboration. One of the panelists told us how we contribute less than 6% to the global research back on conditions such as this. So it is important. We also identify the key challenges as human resource in terms of skills and availability of the human personnel in the facilities, especially at the lower levels, and also financing and commitment by government meeting the 15% target for health care. That is important consideration as well. And also skill set and development. And therefore, there was a need, a suggestion for task shifting at the lower levels so that even at the very low levels, these conditions can be identified and managed. And therein came in the acute situation of the acute coronary syndrome, which is key, and we need to deal with it in matter of minutes. And therefore, the longer it takes for the patient to be transported, to be seen, and to be managed with the appropriate technology that are available is key. And it's gratifying to know some of the efforts that have been made by SAMI and others to contribute to this. And we will urge government countries to see this as a key element that will save the life of the citizens. And we also saw again that cost is a barrier to taking care of these acute emergencies. And we should have a holistic look at, it's not when the patient is sick, critically, then we ask for payment before certain interventions are provided. And finally, we had a patient group that were here also highlighting the need for intersectoral collaboration, government, private sector, industry, and stakeholders, including patients themselves. So we are very thankful to you all for being such a august audience, spectacularly listening to us and giving us even more time to conclude this. Thank you very much. Merci. Merci aux brillants panélistes. Merci, chers maîtres, distinguée audience, d'avoir été attentifs à ce qui a été dit. On peut donner la parole au comité d'organisation. Merci encore. Merci beaucoup.